Bonjour tout le monde. Oui. Le 13h, Ophélie Fontana. Bienvenue à vous à la une de ce journal. Des attractions touristiques à l'arrêt. Ouais. Le 13h, Ophélie Fontana. Bienvenue à vous à la une de ce journal. Des attractions touristiques à l'arrêt. La vallée de la Molinier n'a pas été épargnée par les inondations ce week-end. Nettoyer et réparer va prendre un certain temps. La pluie a aussi des conséquences sur les camps scouts en province de Namur. Certains ont déjà été évacués, d'autres attendent le passage des pompiers. Nous ferons le point avec Benjamin Carlier en direct. Le dossier des sans-papiers, la zone neutre, cet espace de discussion est à l'arrêt. Des sans-papiers non grévistes affluent aussi. Explication avec Thomas Dechamps dans un instant. Si ce n'est pas un coup d'État, ça y ressemble. En Tunisie, le président a démis de ses fonctions le Premier ministre. Il gèle aussi les activités du Parlement. Le pays est en crise politique. Et puis, nouvelle victoire des Red Lions à Tokyo. Nos hockeyeurs sont donc qualifiés pour les quarts de finale des JO. Valentin, Alice, je ne sais pas si Gaëtane, finalement, vous l'avez dit, mais on retire la LIB, enfin l'ILU sur les basketteurs parce qu'elle pensait qu'ils étaient de facto qualifiés pour les quarts, mais ce n'est pas encore le cas, donc voilà. On l'enlève. Parce que sinon, ça fait une succession de quand même nombreuses infos. Et alors... Jean-Charles, j'ai croisé Charlie, donc ils ont vraiment, pour la Travers Union Saint-Gilloise Anderlecht, il faut le lancer le plus tôt possible à travers. Et les buts, il faudra les laisser, on ne donne pas les noms parce que de toute façon, ce n'est pas forcément des joueurs connus, mais bon, on laissera pisser la Travers avant le sonore. Ça va? Mais il faut le lancer assez vite, m'a-t-il dit. Monsieur Grandlin, vous allez bien? Tu as un frère qui habite du côté de Carignan? Je n'ai pas de frère, ni de sœur. Donc c'est une belle couille, j'ai bien fait de... Quelqu'un t'a dit ça? Je te jure, hier à Carignan, samedi, à Carignan, à la course cycliste, il y a un mec qui vient me trouver. Bonjour, est-ce que t'as un Langentree, c'est là? Non, il n'est pas là. Il me dit, c'est parce que je suis son beau-frère. Vous êtes son beau-frère? Je suis le frère d'Ophélia. Je dis, non, Ophélie. Oui, mais nous, on l'appelle Ophélia. Ah, non, non. Et alors, tout ça pour me demander un laissez-passer pour pouvoir rentrer sur le site. Je dis, écoutez, vous voulez qu'on lui téléphone? Non, non, ça va, je vais m'arranger. Non, non. Mais je viens de la région, pas très loin en effet, mais non, j'ai pas de frère, pas de sœur. Mais oui, mais écoute, la manière dont il venait... Et personne ne m'appelle Ophélia. Personne. Jamais personne ne m'a appelé comme ça. Non. Voilà. Je dis, tiens, je vais quand même poser la question. Je ne sais jamais que c'était peut-être son frère, mais enfin... Il me paraissait quand même très bizarre. Ce sera couvert partout avec des précipitations de l'ordre de 5 à 10 mm. On retrouvera, vous le voyez, un temps plus calme à partir de la côte. Et puis l'après-midi,
À l'arrière de cette perturbation, on pourra avoir de l'instabilité et donc quelques averses, voire des orages. Les températures maximales demain bougeront peu. On attend de 19 jusqu'à 21 degrés. Et puis par la suite, tout de même, nous aurons encore des précipitations, mais les averses se feront de moins en moins fréquentes. Et c'est tant mieux. Alors on aura encore quelques petites ondées, notamment pour la journée de mercredi sur la plupart des régions, excepté sur le nord-ouest. Jeudi, c'est une bande centrale qui devrait rester au sec. Et puis vendredi, c'est plutôt le sud du Cian-Sambre-et-Meuse qui va bénéficier de conditions plus agréables. Alors attention, il y aura pas mal de vent pour mercredi et surtout pour vendredi, avec des rafales possibles de 70 à 80 km/h. Voici à présent les indices de l'environnement. Actuellement, la qualité de l'air est assez bonne. Et puis ne bougez pas tout de suite, c'est le journal. Il est présenté par Ophélie Fontana. Excellente début d'après-midi. À tout à l'heure. Profitez de l'été en toute sécurité. AXA, partenaire des sauveteurs à la mer. Voici la nouvelle technologie Axe qui offre une protection efficace pour que tu sentes irrésistiblement bon. Le nouvel effet Axe. Le nouveau dentifrice Sensodyne Repair & Protect pénètre profondément dans les canaux dentaires et répare les dents sensibles. Une science comme celle-ci peut faire la différence dans votre vie. C'est pourquoi nous avons développé le nouveau Sensodyne Repair & Protect. Bon, est-ce que quelqu'un a une idée? Libérez le Viking en vous. Jouez au Viking Loto, maintenant avec encore plus de chances de doubler votre gain. Ce mercredi, il y a un jackpot de 25 millions d'euros. Sur la une, Catherine Deneuve trouve une bonne pomme en Gérard Depardieu. Sur Typique, concert en direct, les Belgofolies de Spa aux côtés des sinistrés. Sur la 3, Château Fort, l'évolution des systèmes défensifs au fil du temps. Sur RTBF Ovio, Dilili à Paris, enquête sur des enlèvements mystérieux. Bonne pomme, Belgofolies de Spa, Château Fort, Dilili à Paris. Faites votre choix sur la RTBF. Solde exceptionnel chez Ambiome, le spécialiste en ameublement design et contemporain. Jusqu'à 50% de remise sur toutes nos collections. Ambiome, 2 adresses, Wavre et Marchand-Famenne. Ambiome, votre créateur d'intérieur. Épilé. Au naturel. Unique. Rasé. Sensible. Tatoué. Toutes les aisselles méritent le meilleur du soin Dove. Notre formule unique avec triple action est efficace 48 heures avec un quart de crème hydratante et une douceur longue durée. Le meilleur du soin Dove pour toutes les aisselles. Le 13h, Ophélie Fontana. Bienvenue à vous à la une de ce journal. Des attractions touristiques à l'arrêt. La vallée de la Molinier n'a pas été épargnée par les inondations du week-end. Nettoyer et réparer va prendre un certain temps. La pluie a aussi des conséquences dans les camps scouts. En province de Namur, certains ont déjà été évacués. D'autres attendent le passage des pompiers. Nous ferons donc le point avec Benjamin Carlier en direct. Le dossier des sans-papiers, la fameuse zone neutre, cet espace de discussion est à l'arrêt. Des sans-papiers non grévistes affluent aussi. Explication avec Thomas Dechamps dans un instant. Si ce n'est pas un coup d'État, ça y ressemble. En Tunisie, le président a démis de ses fonctions le Premier ministre. Il gèle aussi les activités du Parlement. Le pays est en crise politique. Et puis, nouvelle victoire des Red Lions à Tokyo. Nos hockeyeurs sont donc qualifiés pour les quarts de finale des Jeux Olympiques. Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien après un week-end très pluvieux. En province de Namur, de nombreuses personnes sont victimes d'inondations. Les dégâts sont parfois très importants, comme par exemple dans la vallée de la Molinier, une région par ailleurs très touristique. C'est donc un coup dur en pleine saison estivale. Yvan Rivirou, Daniel Van Stippen et Daniel Welter ont pu le constater.
Des draisines complètement paralysées par la boue et des branchages. Depuis 2 jours, l'attraction phare de la vallée de la Molinier est à l'arrêt entre Falahin et Warnant. C'est du jamais vu, donc ça nous est tombé dessus. Voilà, en 1 heure, on peut dire que tout est arrivé, tout a dévalé en 1 petite heure sans qu'on puisse rien faire du tout. On n'aurait même pas pu démonter, je veux dire, les clôtures qui ont retenu d'abord des branchages et tout, puis la pression de l'eau sur le dessus, tout est passé outre. On s'attendait vraiment absolument pas à ça. On a bien vu déjà il y a une dizaine de jours les dégâts du côté de Liège et autres, mais bon, c'est tout à fait impressionnant quand on les a devant soi, quoi. C'est pas la même chose. Depuis hier, le tractopelle est en action pour dégager toutes les terres qui obstruent l'accès au site. Un agriculteur voisin est même venu prêter main forte. En pleine saison touristique, il faut agir au plus vite. Nous sommes ouverts vers Maretsou, donc Falahin vers Maretsou, et les gens viennent, bien sûr. Alors ceux qui ont réservé, etc., on essaie de les prévenir, on l'a mis sur le site, etc. C'est pas très facile, mais enfin, ça va quand même. Ça va aller, les gens acceptent aussi les difficultés, ils se rendent compte que c'est nous qui avons difficile. Quelques kilomètres plus loin, le prestigieux site des Jardins d'Annevoie, fermé pour la journée, le temps de tout nettoyer, de tout dégager. L'entrée d'un pertuis qui alimente une des canalisations qui était obstruée. Voilà, on va y arriver. Comme ça, on est un peu partout. Branchages, graviers, déchets, il faut remettre le site en état rapidement. Le village d'ici Annevoie était complètement inondé, ce qui a entraîné une obstruction de l'arrivée d'eau de la rivière et qui engendre évidemment des eaux qui n'arrivent plus. Comme vous pouvez le voir, le petit canal est à sec, les fontaines ne vont plus, le buffet d'eau, toutes ces pièces maîtresses des jardins sont arrêtées, ce que je n'ai jamais vu. Car voici à quoi ressemblaient encore les Jardins d'Annevoie hier. À présent, les bulldozers sont en train d'évacuer tous les déchets qui ont été charriés par les eaux. Le site espère ouvrir dès demain. Plusieurs camps scouts sont aussi en cours d'évacuation en province de Namur. Le gouverneur a réclamé l'annulation générale vu les conditions météo, mais les bourgmestres peuvent donner des dérogations au mouvement de jeunesse. Pas mal de camps sont donc en attente et c'est le cas, Benjamin Carlier, à Jeudine, là où vous vous trouvez. Oui, tout à fait. Ils attendent la venue du conseiller en prévention de la zone de secours qui doit passer. Ici à Jeudine, il y a une quinzaine de camps. Dans la commune d'à côté, à Bièvre, il y a 40 camps qui doivent être visités. Alors, sur base des recommandations faites par ce conseiller en prévention, eh bien, les bourgmestres des communes concernées vont prendre la décision de pouvoir maintenir ou non les camps. Ici, derrière moi, eh bien, se trouve un camp d'une 50aine de patros en provenance de Thoin. Ils ont reçu la visite il y a un peu plus d'1 heure eh bien, du conseiller en prévention de la zone de secours. Ils peuvent rester, ils sont soulagés, ils doivent juste déménager leur tente qui se trouve en contrebas de la prairie pour risque d'inondation. Ils doivent remonter ces tentes un peu plus haut. C'est donc un déménagement en plein milieu du camp, mais c'est un soulagement pour eux car ils vont pouvoir rester ici. Les conseillers en prévention qui regardent le risque d'inondation, mais qui regardent aussi par exemple les constructions sur pilotis, car ils estiment eh bien, que les zones de secours ont déjà assez de travail et qu'il ne faudrait pas qu'il y ait par exemple des constructions de pilotis trop dangereuses qui risquent de provoquer l'un ou l'autre accident. Vous voyez, il s'agit donc d'une décision prise commune par commune, même camp par camp. Beaucoup de camps sont donc encore en attente. Vont-ils pouvoir rester ou continuer? En tout cas, tous ne vont pas devoir plier bagages dans les prochaines heures ou les prochains jours. Merci à vous, Benjamin, d'avoir fait le point dans ce journal. C'est l'autre dossier sensible du moment, celui des sans-papiers. Une zone neutre a été mise en place à Bruxelles, mais cet espace de discussion a dû être fermé car des sans-papiers non grévistes de la faim essayaient d'en profiter d'une certaine manière pour régulariser eux aussi leur dossier. François Andeletti, Nicolas Lejuste et Clara Wertz se sont rendus sur place. C'est un mur invisible. Un mur de silence qui se dresse devant le millier de personnes venues demander des papiers. On est vraiment nombreux parce qu'il y a beaucoup de sans-papiers dont on ne peut même pas imaginer. Il y a des gens qui viennent de Liège, de Charleroi, partout en Bruxelles, en Belgique en fait. Donc on a besoin de papiers, madame. On souffre. Parmi ces personnes, des grévistes de la faim et d'autres non, qui attendent des informations. Le bureau d'accueil de la zone neutre a fermé vendredi. Il y avait trop de monde et des risques d'émeutes. Certains sont arrivés ce matin très tôt pour s'assurer d'être reçus. On est arrivé très tôt comme ça. Depuis 3 heures, j'ai encore mal à l'œil parce que je n'ai pas encore dormi. Pourtant, le bureau de la zone neutre ne devait ouvrir qu'à 11 heures. Et à midi, toujours aucune information.
Les sans-papiers se lancent alors dans une manifestation improvisée, direction la Grand Place, mais ils sont arrêtés par la police. Ils reviennent alors place Sainte-Catherine, à la zone neutre. 2 policiers distribuent des papiers de la part de l'Office des étrangers. On n'était pas ici pour faire une régularisation générale, il n'y avait pas de régulation collective non plus, et que les gens doivent se renseigner auprès des avocats. Voici les seuls conseils de ce papier, un document qui provoque la colère chez les sans-papiers, d'autant plus qu'il est accompagné d'une annonce. La zone neutre n'ouvrira pas aujourd'hui. Pour les autres jours, on verra bien comment on va s'organiser, parce qu'il y avait de nouveau trop de monde qui est venu, qui n'avait pas de convocation, qui n'était pas gréviste de la faim, et l'objectif principal de cette zone neutre était de recevoir les gens en grève de la faim pour leur donner de l'information sur les procédures en priorité. La zone neutre devrait ouvrir mercredi. Elle recevra uniquement les 450 grévistes de la faim. En Belgique, on compte environ 100 000 personnes sans papier qui devront trouver une autre solution. Et nous allons retrouver Thomas Deschamps, place Sainte-Catherine, aux abords de cette fameuse zone neutre. Alors nous le voyons derrière vous, la situation est toujours assez confuse sur place. Quelle solution politique va-t-on pouvoir apporter à ce problème ? Bonjour Ophélie, oui, situation confuse, c'est le moins que l'on puisse dire, puisque le but de cette zone neutre pour les autorités, c'était avant tout, il faut s'en rappeler, de faire redescendre la pression dans le conflit avec les grévistes de la faim. Et voilà qu'ils se retrouvent finalement avec un nouveau conflit, avec de nouvelles exigences, de nouvelles personnes qui n'étaient a priori pas partie prenante de la négociation. Alors quelle solution, me demandiez-vous ? Eh bien les autorités ont déjà fait savoir vendredi dernier que la zone neutre ne serait de toute manière ouverte qu'aux ex-grévistes de la faim, et ils comptent maintenant en fait sur les associations, sur leurs représentants, pour leur fournir une liste de noms assez précise pour pouvoir filtrer les entrants. Quant aux autres, eh bien vous l'avez sans doute vu dans le sujet, ils espèrent encore les dissuader de venir, tout simplement en douchant leurs espoirs de régularisation, en les informant avec des tracts, car pour le secrétaire d'État à l'asile et la migration, Sami Madi, pas question pour lui de rentrer dans une nouvelle négociation. Je vous propose de l'écouter. Quand on donne un faux espoir aux gens, mais évidemment, des gens vont aller vers la zone neutre en espérant être régularisés. Et donc à chaque fois, moi en tant que secrétaire d'État, je dois faire passer le message qui est le message négatif. C'est non, vous ne serez pas régularisé de manière collective. Non, ça n'aide à rien d'aller à la zone neutre si vous pensez qu'il y aura un assouplissement dans la manière dont on régularise. Et donc la police fait son travail sur le terrain, en bonne collaboration avec la ville de Bruxelles. Et j'espère qu'aujourd'hui, ce serait le dernier jour que je dois décevoir des gens. Voilà donc pour la réaction du secrétaire d'État. Et merci à vous Thomas Deschamps pour les explications. La crise sanitaire à présent, une étape de plus est franchie. Des centres de vaccination commencent à fermer leurs portes. Alors rien d'anormal, le travail est en train de se terminer dans certaines zones en particulier. Exemple avec Thomas de Tourbe, David Crozet et Isabelle Heusen à Andenne. Juan était bien décidé à se faire vacciner ce matin. Mais quand il est arrivé, manque de bol. Est-ce qu'ici c'est possible pour faire vacciner? Pour la vaccination, ah non, c'est fermé. On a fermé, on a fait les derniers vaccins samedi. Et si le centre de vaccination d'Andenne ferme ses portes, c'est pour une bonne raison. Il a atteint ses objectifs. 80% de la population de plus de 18 ans est vaccinée. Ce petit centre, qui n'avait que 2 lignes de vaccination, n'est donc plus nécessaire. Le centre emploie quand même pas mal de gens. On emploie environ 10 administratifs. On emploie, point de vue médical, 4 infirmières, un pharmacien à mi-temps, un médecin superviseur, plus le médecin coordinateur. Ça fait quand même beaucoup de monde. Pour ne faire que quelques dizaines de vaccins par jour, ça ne vaut pas la peine. Les habitants d'Andenne qui veulent encore se faire vacciner en ont toujours la possibilité, mais ils devront faire quelques kilomètres de plus. Oui, ça se trouve à 12 km et Saint-Luc-Bouge, c'est une vingtaine de kilomètres. Il faut dire qu'ici, on avait 4 centres mineurs et un centre majeur, Namur Expo, qui se trouvaient dans un rayon de 25 km. Donc c'était vraiment le confort pour les Andennais de pouvoir venir se faire vacciner dans le centre ici, alors qu'ils auraient pu aller pas très loin se faire vacciner. Ce soir, le centre de vaccination sera entièrement démonté et il pourra retrouver alors sa fonction première, celle de centre culturel.
Et avec la pandémie, les réserves de sang commencent à s'épuiser. La situation liée aux inondations n'a rien arrangé. Et si les dons n'arrivent pas, eh bien les hôpitaux devront faire des choix. David Céréal, Capucine Filleul et Martin Collier se sont rendus au centre de stockage à Rennes. Il suffit d'un coup d'œil sur les étagères de ce frigo où sont stockées les poches de sang pour se rendre compte de la pénurie. Normalement, dans cette chambre, toutes les logettes doivent être pleines. Comme vous pouvez voir, une bonne partie est vide. Et quand on va regarder le stock réel, toutes les caissettes devraient être remplies comme ça. Elles devraient contenir 20 poches. Et voilà la situation. On a, en fait, ceci est complètement vide. Ici, on compte 1319 pochettes. En temps normal, il en faut plus du double. Un manque qui s'explique par plusieurs facteurs. Le Covid qui entraîne à peu près moins 10, moins 15% de fréquentation par rapport à une année normale. Le fait que nous soyons en plein mois de juillet avec un férié la semaine dernière, c'est aussi une situation traditionnellement très basse. Et puis les conditions météorologiques qui ont affecté nos activités dans la province de Liège et puis Namur. En fait, on est à moins 38% de fréquentation des collectes pour le moment, ce qui est dramatique. Alors au moment de préparer les commandes qui doivent partir vers les hôpitaux, il faut avertir chaque service grâce à ce petit papier rouge. Donc on voit très bien que sur la météo du jour, on est en situation de stock critique. Donc là, ils savent tenir compte du fait qu'on ne va approvisionner que partiellement leurs demandes éventuellement et qu'on va examiner chaque demande au cas par cas. Une situation critique et si les stocks ne se remplissent pas, il faudra faire des choix. Jusque maintenant, nous avons pu approvisionner les hôpitaux selon leurs demandes en réduisant les demandes, en négociant avec la situation. À partir de cette semaine, nous allons uniquement pouvoir traiter les urgences vitales exclusivement. Et si on ne reconstitue pas les stocks cette semaine, à partir de fin de cette semaine, la semaine prochaine, les hôpitaux vont devoir postposer des opérations. Alors pour éviter qu'on en arrive là, la Croix-Rouge lance un appel aux dons car une petite piqûre peut parfois sauver des vies. Dans la suite de ce journal, nous verrons que le climat se déchaîne aux quatre coins du monde. D'un côté des pluies diluviennes, de l'autre une sécheresse extrême. Nous ferons un petit tour sur les rooftops bruxellois, des toits qui se transforment en terrasses panoramiques. Et puis les belgofolies de Spa aux côtés des sinistrés des inondations. Un concert caritatif aura lieu ce soir, présentation avec Dominique Dussin. Mais tout d'abord, parlons du climat qui est aussi à la une de l'actualité à l'étranger. Les experts du GIEC se réunissent d'ailleurs aujourd'hui. 195 pays vont se pencher sur les prévisions climatiques. Un rapport de référence sera rédigé en novembre prochain pour inciter les chefs d'État et de gouvernement à agir au plus vite. Et l'urgence, elle est là, bien visible en ce moment avec les nombreuses catastrophes. Nous pensons bien sûr à la Belgique. Il y a aussi l'Allemagne, le Royaume-Uni, des pays qui sont sous eau pendant que d'autres suffoquent. Une météo contrastée donc dont nous parle Sébastien Dubetz et Quentin Warlop. Des feux de forêt en cours en Espagne ou encore en Italie, la fonte des glaces qui s'accélère ou encore les inondations historiques qu'ont connues la Belgique et l'Allemagne, le climat interpelle. Comme en Californie, de nouveau la proie des flammes. Elles ont déjà dévoré une surface équivalente à une ville comme Chicago. Even worse than the Paradise Fire. It went 20 miles in a day. Just in a day, 20 miles. Température délirante au Canada ou ici aux États-Unis, dans la vallée de la mort avec plus de 53 degrés enregistrés il y a seulement 2 semaines. Entre dérèglements climatiques et précipitations exceptionnelles, le climat serait-il devenu fou ? Ce climatologue et rapporteur du GIEC l'assure, on n'a jamais connu de changement aussi rapide et avec de telles amplitudes. On sait que ces vagues de chaleur se multiplient. On sait aussi que nos modèles sous-estiment la croissance de ces vagues de chaleur, l'augmentation d'intensité de ces vagues de chaleur, en particulier en Europe. 7 ans après leur dernier rapport, les experts du GIEC insistent encore sur l'urgence climatique. Le point crucial, c'est la baisse des émissions dans la décennie qui vient. C'est absolument fondamental. Si on ne baisse pas nos émissions dans la décennie qui vient, on n'y arrivera pas.
L'augmentation des gaz à effet de serre a entraîné la hausse de la température mondiale, l'augmentation du niveau des océans et l'intensification des événements extrêmes. Si rien n'est fait rapidement pour inverser cette tendance, notre vie sur Terre sera définitivement transformée d'ici à 30 ans. Et puis la Tunisie fait face à une crise politique. L'armée est déployée au siège du gouvernement. Le président Saïed s'est octroyé le pouvoir. La tension est donc vive sur place. Et pour le principal parti au pouvoir, le parti Ennahda, il s'agit purement et simplement d'un coup d'État. Voyez les explications de Patchi Ndara et Philippe Antoine. Des klaxons qui déchirent joyeusement la nuit, un peu comme si la Tunisie venait de remporter un match de Coupe du Monde de football. Ces manifestations de joie dans plusieurs villes du pays n'ont pourtant rien de sportif, elles sont purement politiques. Quelques minutes plus tôt, hier soir, le président a annoncé sa décision de démettre de ses fonctions le Premier ministre et il va plus loin encore. J'ai pris la décision de geler tous les travaux et toutes les activités du Parlement. La Constitution ne permet pas la dissolution du Parlement, mais elle ne s'oppose pas au gel de tous ces travaux. Une décision prise à l'issue d'une journée marquée par des manifestations à travers tout le pays pour réclamer la démission du gouvernement sur fond de crise économique mais aussi sanitaire et de colère à l'égard du parti islamiste modéré Ennahda, le principal parti tunisien dont le siège a été pris d'assaut. Ce matin, la police a dû intervenir près du Parlement pour séparer ceux qui saluent la décision présidentielle et les partisans du parti Ennahda qui dénoncent un coup d'État. La décision du président Saïed n'est pas correcte. Elle va à l'encontre de la Constitution et de la réalité. Ils sont en train de nous ramener en 1954. Voir le Parlement entouré de chars militaires est une honte. Arrivé au pouvoir en 2019 en promettant de lutter contre la corruption et l'incompétence de l'élite politique, le président Kaïs Saïed affirme que sa décision est parfaitement conforme à la Constitution et qu'elle répond à la paralysie économique et politique subie par le pays depuis des années. Et il est l'heure à présent d'ouvrir notre journal des JO. Et nous accueillons bien sûr Gaëtane Van Kerkom. Alors Gaëtane, on va commencer par une victoire belge, la deuxième déjà pour nos hockeyeurs. Oui, après avoir battu les Pays-Bas, les champions d'Europe en titre, les Belges ont battu les Allemands, les vice-champions d'Europe, sur le même score, 3-1. Une victoire plutôt encourageante sur laquelle revient Charles-Emmanuel de Wassège. Et contre les deux grands pays, qu'on était présents 2 fois, je pense que c'est que bon pour le moral. Et donc je suis très confiant pour la suite. Concentrés dès la montée sur le terrain, les Red Lions, c'est la 4e réalisation en 2 matchs pour l'attaquant belge. Les Lions relâchent ensuite la pression, l'Allemagne en profite et Van Hache prouve une nouvelle fois qu'il est toujours l'un des meilleurs gardiens du monde. De nos Lions. On a confiance en nos qualités, on a beaucoup travaillé pendant la trêve entre l'Euro et les Jeux. Et voilà, on est conscient qu'on repartait sur les bases défensives qu'on avait à la Coupe du Monde et à l'Euro 2019. En quart de finale. Et toujours au rayon des bonnes nouvelles, Gaëtane, une victoire en tennis aussi, celle d'Alison Van Uytvanck. Oui, elle a sorti un super match au 2e tour. Elle a battu la 13e joueuse du monde, la Tchèque Kvitova, en 3 manches. Elle a perdu la première manche, 5-7, avant de dérouler 6-3, 6-0 en 8e de finale. Van Uytvanck sera opposée à la 9e joueuse du monde, l'Espagnole Muguruza. Alors après la nuit dernière, il y a aussi eu quelques déceptions, quelques frustrations même. 4e place au triathlon, juste au pied du podium, donc pour l'un de nos athlètes belges. Oui, Maarten van Rijn avait pris la 6e place à Rio. Il avait dit qu'à Tokyo, tout était possible. Il a d'ailleurs accroché les meilleurs dans l'eau et puis sur le vélo avant de se laisser distancer en course à pied. Le Belge termine à 48 secondes du champion olympique, le Norvégien Blumenfeld. Alors 4e, bah oui, c'est pas mal, mais c'est toujours un petit peu triste. La plus frustrante. Voilà, et Maarten van Rijn est plutôt d'accord avec ça. Vraiment déçu. Hein. Je ne viens pas pour la 4e place, mais c'est un peu mieux que les 3 premiers. Il avait beaucoup d'avantages, donc oui. Jusqu'à la dernière tour, je me sentais bien, mais la dernière tour, j'étais vraiment mort. Donc.
Et puis l'image cocasse de ce triathlon, c'est ce départ qu'il a fallu redonner parce qu'un bateau de la télévision était dans le passage des triathlètes au départ. Effectivement, une image marquante. Et puis une autre image qui a marqué la matinée cette fois, c'est la chute assez spectaculaire de Mathieu Van Der Poel après 10 minutes de course et du mountain bike. Oui, le Néerlandais, souvenez-vous, avait quitté le Tour de France pour se préparer spécialement pour les Jeux Olympiques et cette discipline du VTT, mais il a chuté dans le premier tour, chute spectaculaire, un véritable soleil dans les rochers. Il pensait en fait qu'il y aurait une planche comme dans les reconnaissances. Il est reparti avant finalement d'abandonner, blessé. C'est un autre spécialiste du cyclocross qui est champion olympique, Tom Pidcock, et le Belge Skurmans lui prend la 18e place. Et puis avec ces Jeux, Gaëtane, le comité olympique voulait donner une sorte de coup de jeune en intégrant des nouvelles disciplines comme le skateboard, et on peut déjà parler de Paris gagné. Ah oui, c'est réussi. Il faut voir le podium de la discipline skateboard street chez les filles. Moyenne d'âge 14 ans. La championne olympique, la japonaise Nishiya, n'a que 13 ans, tout comme la brésilienne médaillée d'argent, la 3e, à 16 ans. Et puis il y avait une Belge dans cette discipline, Laure Brugman, 19 ans, presque une vétéran finalement. Elle a pris la 11e place des qualifs. Elle n'a pas participé donc à la finale à août. Merci d'avoir fait le point sur ces Jeux, Gaëtane, et à demain donc dans le 13h. En mode football aussi, le championnat de Pro League a repris et l'Union Saint-Gilloise frappe fort pour son retour en D1, ce retour au sommet. Victoire hier soir face à Anderlecht sur le terrain des Anderlechtois en plus 3-1, une victoire de prestige donc qui est de bon augure pour la suite. Nous allons à présent reparler des inondations avec un événement organisé ce soir, un concert caritatif pour venir en aide aux sinistrés. Ça se passera du côté de Spa, où nous allons retrouver Dominique Dussin. Dominique, l'événement est organisé dans le cadre de Belgofolie et de nombreux artistes répondront présents. Oui, effectivement, en fait, c'est une soirée qui a été rajoutée. Les Belgofolies devaient s'achever hier soir, mais évidemment, on sait que la région de Spa a été particulièrement touchée. Un peu la ville de Spa, mais surtout des communes aux alentours, toutes celles qui sont au bord de la Vesdre. Et donc, directement, les Belgofolies ont décidé qu'il fallait faire quelque chose pour venir en aide à ces sinistrés. Ils ont organisé cette soirée de bienfaisance, pour ainsi dire, et tous les artistes belges, ou beaucoup d'artistes belges, ont répondu présents. Ils seront plus de 25 ce soir à se succéder pendant plus de 3 heures de spectacle. Alors, certains de ces artistes ont déjà participé aux Belgofolies la semaine dernière. D'autres se sont ajoutés, comme Salvatore Adamo, par exemple, qui sera là ce soir, ou même un Français, Cali, qui, dès l'annonce des inondations, a pris contact avec les gens des Francopholies pour voir comment il pouvait aider, parce que c'est un vieil habitué des Francopholies et un vieil habitué de la région, il voulait aider. Alors ce soir, on aura notamment Alison de Roof qui sera là, mais aussi Plastique Bertrand. Il y aura un DJ set d'Henri PFR, il y aura Soul, bref, plein d'artistes belges qui vont se succéder. Ce sera retransmis par la RTBF à partir de 20h35 sur Tipeee, et tous les bénéfices de cette soirée seront reversés à des associations qui aident les sinistrés des inondations. Merci Dominique pour ces explications et le rendez-vous est pris bien entendu. Et puis comme chaque jour, notre série Perles d'été, l'occasion de belles découvertes. Nous allons grimper aujourd'hui sur les toits de Bruxelles, des toits parfois transformés en terrasses en saison estivale. Ce sont les fameux rooftops. Christophe Zenko, Jean-Christophe Cornil et Véronique Fievé nous y emmènent. On a parfois envie de s'échapper de la rue, quitter les trottoirs et prendre de la hauteur pour trouver du calme ou la fraîcheur pour poser un autre regard sur la ville, celle qui se dévoile depuis les toits et les terrasses. Nous sommes à 2 pas de la gare centrale. Tout en bas, le jardin de la Bibliothèque royale est entouré de béton brûlant. Mais au 6e étage, sur la terrasse Albert, c'est un peu comme si l'air était plus vif. Bonjour. Bonjour. Ok, ça a l'air grand, dis donc. Oui, on est tranquille, là, on n'entend pas la ville. Ouais. Et par là, vous allez voir le Mont des Arts. Lucille est notre guide. Cette Française, installée à Bruxelles depuis 12 ans, tient un blog où elle partage ses coups de cœur dans la capitale. Et les terrasses panoramiques en font partie. Alors la vue ici, c'est quand même chouette parce qu'on voit le jardin du Mont des Arts d'en haut. C'est très calme alors que juste à côté, c'est le centre. Et là, donc, on arrive à voir Sainte-Gudule et différents bâtiments plutôt d'affaires. Et de l'autre côté, on peut voir, juste entre 2 bâtiments, je trouve que c'est super pour les photos, on peut voir le palais de justice.
Pour apprécier la ville et sa périphérie à 360 degrés, direction le panorama de la basilique de Kuckelberg à 53 mètres de haut. On voit des champs juste là, très proche de la ville finalement. Je dirais qu'on se sent peut-être tout petit. Et à la fois, je dirais que c'est quand même une sensation agréable. Du coup, sous cette chaleur, je me dis que c'est un lieu où on prend l'air justement et on prend justement de la hauteur sur tout ce bruit permanent. La vue est incroyable. Je pense que c'est la plus haute à Bruxelles. J'ai jamais vu Bruxelles comme ça. C'est super chouette. Et vous, quel est votre panorama préféré? Moi, j'aime bien quand on va à l'autre terrasse, entre les deux tours. La plus belle vue, c'est le parc Elisabeth. C'est très vert et puis on voit le botanique. Là, c'est vraiment Bruxelles. Ces panoramas racontent aussi l'histoire de la ville. À Anderlecht, le long du canal, le toit de cette ancienne meunerie accueille gratuitement le visiteur. Le point de vue est génial parce qu'il permet de parler de toutes les choses qui font une culture, c'est-à-dire les écoles, les bâtiments, comment on vit, comment on loge, comment on travaille avec les usines. Où est-ce qu'on se situe par rapport au centre-ville, hein? Quand vous avez compris que ça, quand vous promenez dans Bruxelles, la promenade est plus riche. Vous avez l'impression que les gens sont à la recherche de lieux comme ça? Je pense qu'il y a vraiment une tendance sur le rooftop. Ils en ont entendu parler peut-être dans des villes comme New York et ils cherchent. Est-ce que ça existe à Bruxelles? Est-ce que je pourrais aller découvrir des lieux comme ça? Et voilà, donc ils cherchent ça. Peut-être qu'ils en connaissent certains, mais pas d'autres, qui veulent en découvrir des nouveaux. La soirée s'avance et c'est une autre ambiance qui s'installe sur les toits. Retour dans le centre-ville avec cette terrasse plutôt branchée. Jardin a ouvert l'an dernier avec une vue imprenable sur la Bourse et la Grand Place. Est-ce que vous aimez voir ici? Il fait beau, il y a une belle vue, on voit tout Bruxelles et tout le monde a l'air content. C'est assez fréquent, par exemple en Asie, je sais que c'est très fréquent d'avoir ce genre de terrasse en hauteur. Du coup, c'est chouette aussi d'avoir ça en Belgique. Une magie qui opère aussi la nuit quand les monuments s'illuminent. Vu d'en haut, toutes les villes semblent alors un peu plus paisibles. Voilà qui clôture notre journal de 13h. Dans un instant, la météo de Caroline de Sogne et puis affaires conclues. Je vous souhaite un très agréable après-midi. À demain. Voilà, merci de nous avoir suivis. Fin de ce journal donc sur TV5 Monde. À bientôt. Merci à tous, bonne journée.